Et l'urgence climatique au menu des grands de ce monde avec la COP26 qui s'est ouverte donc à Glasgow après le G20 qui se tenait ce week-end à Rome. Deux rendez-vous d'ailleurs très liés. On va le voir et on en parle avec Anna Créti. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Vous êtes professeur d'économie, directrice scientifique des chaires d'économie du climat et du gaz naturel à l'université Paris-Dauphine. Alors, sur la question climatique, le G20 était en quelque sorte un peu, on pourrait le dire, la répétition générale de ce qu'on va vivre du côté de l'Écosse avec cette COP26. Le secrétaire général de l'ONU pour le G20 a parlé d'espoir déçu. Vous partagez cet avis? Le G20 n'a pas été à la hauteur de ce point de vue-là? C'est vrai qu'on a les mêmes têtes d'affiche, on va dire, à peu près. Il y aura quand même quelques absents aussi, mais le périmètre de décision du G20 et celui de la COP26 sont un peu différents. Et aussi la façon dont les meetings vont se dérouler. Donc, il ne faut pas penser que les mêmes tensions vont se reproduire à la COP26 ou d'ailleurs les mêmes décisions, parce que le G20 a pu entériner une décision importante, celle de la taxation des multinationales, mais il ne s'agit que d'une décision. Alors qu'à la COP26, pour que vraiment on puisse dire que dans quelques jours, qu'elle aura eu du succès ou pas, il y a une batterie de décisions et des décisions aussi très différentes selon qu'il s'agisse des pays développés et des pays émergents. Donc, je ne sais pas si on peut directement transférer ou transposer l'atmosphère du G20 à la COP26. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a, sur le G20, il y a eu pas mal d'engagements qui sont restés quand même assez flous, notamment sur le charbon, une très grosse source de pollution carbone. On le sait là-dessus. Le G20 n'a pas donné d'objectifs nationaux. Comment expliquez-vous en tout cas cette frilosité-là ? Probablement parce qu'il est difficile dans les cadres législatifs du G20 de prendre cette décision à ces tours. Effectivement, ça serait les bons lieux, ça serait la COP26. Et encore, parce que disons dans les processus aussi de négociation qui est spécifique au COP, les premiers points, ça sera de faire l'inventaire des contributions qui ont été déterminées au niveau national et suite à cela, après, voir quels sont les instruments qui peuvent rendre après crédibles ces engagements. Il y a un article en particulier de l'accord de Paris, l'article 6, qui va faire l'objet justement encore des discussions et qui est l'article qui parle des moyens que les États veulent se donner pour atteindre leurs objectifs et qui est l'un des articles qui est resté pour l'instant sans grand contenu. Dans cet article, on peut par exemple décider d'une taxe carbone internationale aussi bien que des politiques spécifiques comme celle sur le charbon. Aujourd'hui, les pays qui ont été les plus sévères vis-à-vis du charbon sont en général c'est en particulier, on va dire, l'Europe, mais à niveau de certains États et plutôt à niveau de la finance. C'est surtout l'ensemble en fait des institutions bancaires et financières qui ont fait quelques progrès dans ce sens. Il y a beaucoup de choses qui ont peut-être changé ces derniers mois au niveau géopolitique, d'une part, la crise énergétique aussi. Est-ce que ça justement, ça a un impact clairement sur la COP26 qui s'ouvre? Est-ce que ça va avoir un impact important? Je pense que de repli ou de frein potentiel? Je pense que c'est la crise où, de toute façon, les prix des énergies et des matières premières, même agricoles, qu'on est en train de voir, a un peu rehaussé la sensibilité déjà des citoyens et par conséquent aussi l'attitude des responsables politiques. C'est un peu une répétition générale. Par contre, là, je pense que l'exemple est intéressant de ce qui serait le monde de demain si on veut être vraiment sérieux sur la décarbonation de l'économie, de l'énergie, plus en particulier. Si on veut être sérieux, l'énergie ne coûtera plus peu cher. Donc, il faut s'habituer à avoir des prix des énergies élevés, à vivre un monde dans lequel, de fait, les prix vont servir à donner un signal pour
justement diminuer les gaz à effet de serre. Donc, est-ce qu'on réalise un peu mieux l'importance de Et à ce ces moment-là, objectifs et de surtout, taxer qui, par exemple? Alors, est-ce que ça va être, par exemple, les multinationales qui ont été taxées avec l'annonce de cette mesure de taxation des multinationales lors du G20? Ça va être plutôt les multinationales. On sait que, notamment, alors les GAFAM, on dit plus les GAFAM parce que maintenant Facebook a changé de nom, mais on sait qu'il y a pollué aussi beaucoup. Est-ce que ça va être plutôt les multinationales ou est-ce qu'on va se dire, bah non, on va plutôt taxer à ce niveau-là la consommation au niveau des citoyens, du quotidien? il pourrait être la taxation, elle doit taxer les émetteurs. Donc Mmh. oui, mais les anciens, enfin la partie un peu qui va être taxée suite aux décisions du G20, ça fait partie des émetteurs, mais ils ne sont pas les seuls. Et de toute façon, un accord sur une taxation éventuelle du CO2 ne peut pas être sectoriel. Donc, on ne peut pas, ça ne passerait pas du point de vue légal de Mmh. choisir en fait certaines entreprises plutôt que d'autres. Si on taxe les émissions. Et donc, ça va être tout le monde, les entreprises, mais aussi les citoyens. Mmh. Une dernière question. On a quand même des grands absents, faut le dire. Hein. La Chine, Mm. Xi Jinping, qui est pas là, qui est pas sorti de son pays depuis le début de cette crise du Covid. Premier émetteur de gaz à effet de serre, la Chine. On a aussi la Russie, grand pollueur. Ah, On a aussi. aussi le Brésil, Jair Bolsonaro, également avec la question de la déforestation. Est-ce que c'est possible de prendre des décisions justement pour répondre à cette urgence climatique, des décisions capitales sans eux? Le processus de COP a toujours eu des absents. Mhm. C'était le cas avant la COP 21, donc celle de l'accord de Paris, où certains pays prennent en fait l'occasion des COP pour montrer leur désaccord, notamment sur d'autres questions internationales, pas nécessairement celles pour le climat. Et c'est la même raison pour laquelle la Chine est absente. Comme vous dites, il y a une prise un peu de position de la Chine de ne pas sortir des frontières nationales, mais il y a aussi des tensions avec les États-Unis. Néanmoins, leurs contributions sont là. Donc, font partie, on va dire, des papiers qui agrémentent les discussions de la COP. Ça va donc être les rôles des autres pays qui seront présents d'anticiper un peu les réactions des pays qui seront absents. Mhm. C'est sûr qu'il s'agit de pays clés. Bon, la Chine, un gros pollueur. La Chine, d'ailleurs, qui a pris quelques mesures un peu timides, mais quelques mesures sur les exploitations de charbon à l'extérieur de son pays. La Russie, qui est au milieu de la tension sur les prix des énergies, va attendre aussi avec attention les décisions de la COP. Mmh. Anna Chrétien, on est en ligne avec un auditeur qui nous appelle. C'est Laurent qui nous appelle de Mérignac. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous avez entendu à l'instant ce que disait Anna Chrétien. On parle de cette COP26 notamment. Vous voulez réagir à ce sujet? Alors, moi, pour être très clair, la COP26, c'est un sujet un peu stratosphérique à mon niveau. Hein. Oui, d'accord. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Puisque, en fait, clairement, ce qui ressort toujours, c'est les États se sont mis d'accord pour une réduction de la température de 1,5 degré ou je sais pas quoi. Mais on n'a pas vraiment de tableau de bord sur qui fait quoi ou qui ne fait pas quoi. Et quelque chose de très simple, c'est où on en est en fait. Et moi, allez-y. Et c'est vrai que sur ça, donc ça rend les choses complètement, c'est pas concret. Donc c'est pas concret. Mais par contre, moi, dans mon quotidien, en tant que citoyen, je constate des décisions politiques, des choses qui, elles, me semblent aller un petit peu faire des effets d'annonce ou des choses comme ça. C'est-à-dire, par exemple? Par exemple, moi je suis agent de voyage, je vends des voyages, les gens prennent l'avion, vous n'êtes pas sans savoir que Bordeaux-Orly a été supprimé. Et ben ils font quoi mes clients maintenant? Et ben ils font du Bordeaux-Madrid pour aller sur les Caraïbes, ils vont aller faire bientôt du Bordeaux-Londres, du Bordeaux-Amsterdam.
Donc on va aller plus loin pour aller au même endroit. Alors, on va faire réagir justement à ce sujet-là parce que je vois qu'elle hoche la tête, là, Anna Créti, sur cette réflexion. Deux choses. C'est pas assez concret. On voit pas ce qui se passe justement. C'est vrai que c'est processus de décision. On a l'impression que le peuple est un petit peu éloigné, un petit peu loin. Donc c'est pas assez concret d'une part. Et puis sur cette question justement, quand on supprime les petites lignes, on va plus loin et on sort de France, par exemple, notamment. C'est vrai que oui. Disons que les processus de la COP, je comprends qu'ils puissent être vus comme quelque chose de stratosphérique parce qu'il s'agit de ces grandes messes internationales. Il y a quand même les activistes les climatiques, il y a les ONG qui ont pour vocation de porter un peu le point de vue des citoyens, mais leur rôle, c'est de faire pression vis-à-vis des décideurs. Donc, ils sont un peu intégrés dans des événements, mais évidemment, ils n'ont pas le pouvoir de signer quoi que ce soit. D'habitude, ce sont les décisions qui peuvent avoir des répercussions après sur la vie quotidienne des citoyens. Mais nous, en tant que Européens, nous subissons ou nous participons mieux à ces changements et à la lutte contre les réchauffements climatiques, plutôt avec les décisions qui sont celles nationales ou, comme je disais, européennes. Donc, le fait de dire on supprime les trains, l'avion, et voilà, justement, c'était ça la question. On veut inciter à prendre les trains et on voit que supprimer une ligne, ce n'est pas assez. Donc cela signifie que les politiques ont vraiment le rôle crucial, c'est-à-dire que ces comportements un peu aberrants qui consistent à faire des kilomètres supplémentaires et à la fin à polluer plus, ne peuvent être contrôlés que s'il y a une politique aussi sérieuse de changement des prix. C'est-à-dire que idéalement, cette suppression devrait amener les trajets à basculer vers les trains. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on fait avec les transports publics une fois qu'on élimine des routes d'avion. En France, la Convention citoyenne avait proposé plein de mesures, mais malheureusement, elles n'ont pas été terminées par la loi. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, Anna Créti, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, professeure d'économie, directrice scientifique des chaires économie du climat et du gaz naturel à l'Université Paris-Dauphine. Merci à vous, bonne journée. Et merci également à vous, Laurent, qui nous appelait de Mérignac. Passez une bonne journée. Vous continuez bien sûr de nous appeler 0826 300 300 pour continuer à réagir tout à l'heure. Dans un instant, quelques secondes, un grand climatologue français qui sera avec nous, Hervé Le Treut. Restez bien avec nous sur Sud Radio, à tout de suite.